Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mes résumés du livre Mention Psychologie, commencé avec les meilleurs professeurs, et on attaque désormais le chapitre 5 qui concerne la psychologie du développement. On va commencer en disant que la psychologie du développement porte sur le développement tout au long de la vie. C'est important à préciser parce qu'auparavant on l'a considéré que sur la psychologie de l'enfant. Comprendre le développement, c'est comprendre les changements et les continuités qui se manifestent de la naissance à la mort. Et donc l'objectif de la discipline, c'est de comprendre et de prévenir les difficultés psychologiques rencontrées par les personnes, et notamment les enfants. D'un point de vue historique, c'est un domaine qui devient une science à partir du 19e siècle. Il faut savoir que les préoccupations éducatives, elles se développent principalement à la Renaissance, avec Erasme, puis avec Montaigne. Au 18e siècle, on a Rousseau qui privilégie le respect de l'expression de l'enfant, mais pour qui les préoccupations éducatives, elles restent dominantes. À la fin du 19e siècle, le développement y devient étudié avec la question de l'évolution des espèces, de la société et de l'individu. Les premières monographies qui ont été produites, elles décrivaient l'évolution psychologique des enfants sur leurs 3 premières années et ont été réalisées par Darwin en 1877 et Preyer en 1893, d'après l'étude de leurs propres enfants. Également en 1900, en France est créée la Société libre pour l'étude de l'enfant, qui sera présidée par la suite par Alfred Binet. Plus tard, en 1946, on a des milliers de travaux qui seront recensés dans le premier grand manuel de psychologie de l'enfant, le Manual of Child Psychology de Carmichael, je sais pas exactement. On notera qu'au début, le développement il était décrit en périodes successives avec des acquisitions propres à chaque âge. Plus tard, on s'est rendu compte qu'il s'agissait de phénomènes complexes, et donc on distingue plutôt les grandes fonctions et domaines d'évolution. D'abord, on a le développement de la personnalité, puis celui des fonctions mentales, de la motricité, de l'affectivité, et finalement des conduites sociales. Maintenant que l'introduction elle est faite, le premier point de ce chapitre il porte sur l'étude du changement. On note déjà des facteurs de changement multiples avec par exemple les comportements, les processus de traitement de l'information, les relations au monde humain et physique, les représentations, les connaissances, etc. Et il y a d'ailleurs 3 grandes catégories de changements qui surviennent avec l'âge. La première, ce sont les changements liés à l'âge qui sont communs à tous les individus. La deuxième, c'est les changements communs à un groupe de personnes qui grandissent ensemble. Et la troisième, finalement, c'est les changements particuliers qui résultent de l'expérience de chaque personne. On a également dans l'étude du changement le paramètre de l'horloge biologique et de l'horloge sociale. Les changements d'ordre biologique sont par exemple l'acquisition de la marche chez le bébé, la puberté ou le vieillissement. Arnold Geisel, il les désigne sous la qualification de la maturation en 1925, c'est-à-dire les processus séquentiels de changement programmés génétiquement est lié à l'horloge biologique de l'humain. Gardons en tête que l'environnement, il exerce lui aussi une influence. Par exemple, un environnement peu stimulant impacte les connexions neuronales du bébé. Il y a également, comme on l'a cité, une horloge sociale qui influence la majorité des individus sur des processus de changement communs. C'est le cas des expériences culturelles qui surviennent autour de 5 à 7 ans, la période de scolarisation où l'enfant il apprend à lire, à écrire et compter. Cette scolarisation, elle influence notamment le développement et la majorité des changements entre 7 et 12 ans, ils viennent de l'interaction entre l'expérience scolaire et les changements biologiques. On peut noter qu'un changement dans un aspect du développement, il influence les autres aspects. Pour citer un exemple concret, on peut dire que l'acquisition de la marche, elle permet de l'indépendance et de l'autonomie. Une information importante à connaître aussi, c'est la présence de périodes sensibles comme entre 6 et 12 mois pour l'attachement de l'enfant, mais aussi par exemple lors d'un potentiel divorce ou de l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. On a ensuite des facteurs de changement quantitatifs, qualitatifs et non linéaires. Les changements quantitatifs, ils désignent l'acquisition de plus de connaissances et de savoir-faire, un meilleur traitement des informations et plus de vocabulaire. Les changements qualitatifs, c'est par exemple le fait qu'un enfant de 6 ans, il formule mieux ses demandes qu'un bébé, ou le fait que le raisonnement il est plus avancé chez l'adolescent que chez l'enfant. Finalement, les changements non linéaires sont les réorganisations des capacités antérieures et l'apparition de nouvelles stratégies faisant disparaître des comportements antérieurs. Notons bien que le développement normal, il se caractérise aussi par la présence de ruptures d'équilibre, de ralentissement dans les performances, voire de régression. Ce sont autant de phénomènes qui rendent d'autant plus flou la frontière entre développement normal et pathologique. On en arrive ensuite à la section dédiée aux méthodes de la psychologie du développement. La psychologie du développement, elle se fonde sur des approches comparatives, des méthodes d'observation et d'expérimentation, et des techniques diversifiées. On a quand même 2 grandes approches importantes, l'approche longitudinale et l'approche transversale. On peut d'ailleurs les voir être combinées dans une 3e approche qu'on appellera du coup l'approche séquentielle. Pour revenir sur leur définition, l'approche longitudinale, c'est quand on observe les mêmes enfants sur une expérimentation à différents moments de leur vie. Et donc l'approche transversale, vous l'aurez compris, c'est quand des personnes différentes, elles sont étudiées au même moment. On rentre maintenant dans la section concernant les théories de référence et les fondateurs.
En premier, on pourra bien évidemment citer Jean Piaget, donc 1896-1980, qui propose une approche constructiviste mettant l'accent sur l'exercice et l'expérience du sujet dans son propre développement. Pour lui, l'expérience physique, elle consiste à agir sur les objets pour en extraire des propriétés, et on retrouve donc la notion de conservation des volumes, par exemple, et certaines expériences logico-mathématiques. Un élément fondamental de la théorie de Piaget, c'est la notion d'équilibration. On pourrait la résumer comme le processus d'adaptation du sujet au monde. Le progrès et la stabilité y sont impliqués à travers l'assimilation, ce qui correspond du coup à l'incorporation par l'organisme des éléments extérieurs et des informations nouvelles, ainsi qu'à travers l'accommodation, donc ça c'est ce qui correspond à la modification de l'organisme en fonction des éléments assimilés. L'équilibration, elle est définie comme une suite de compensations actives du sujet en réponse aux perturbations extérieures. Piaget y met en évidence des opérations propres à chaque phase du développement. Pour lui, elles sont organisées en structures opératoires qui correspondent à des stades qui apparaissent dans un ordre précis. On aurait donc dans l'ordre l'intelligence sensorimotrice, le stade préopératoire, le stade des opérations concrètes et finalement le stade formel. D'après sa théorie, le développement il se forme par structures successives dont chacune conduit à la construction de la suivante. Finalement, on gardera en tête qu'il considère que les aspects affectifs et cognitifs y sont inséparables dans le développement. On peut ensuite citer les travaux de Vygotsky, de Wallon, de Szabo et de Brunner. Ce sont ces 4 auteurs qui ont accordé un rôle important dans le développement aux variables d'origine sociale. On va désormais parler de leur parcours individuel de façon assez concise. Vygotsky, 1896-1934, est un psychologue russe dont les travaux y sont découverts en Occident que à partir des années 1980. Pour lui, l'individu est le résultat de ses rapports sociaux et le développement psychologique, c'est l'intériorisation d'une culture. Il considère également que les processus mentaux ils peuvent pas être réduits à des explications biologiques et que les systèmes symboliques, comme le langage, ce sont des instruments culturels qui évoluent en fonction des besoins sociaux. On peut noter que Vygotsky il considère que le langage c'est le principal instrument de socialisation et que selon lui, chaque fonction elle apparaît 2 fois. Pour aller plus loin sur cette idée, en fait la fonction elle apparaît une première fois sur le plan social, qui est aussi appelé interpsychologique, c'est-à-dire quand la personne elle peut réaliser une tâche avec l'aide d'autrui, puis elle apparaît une seconde fois au plan individuel ou intra-psychologique. Il introduit également la notion importante de la zone proximale de développement qui représente l'écart entre les activités que l'enfant il peut réaliser seul et celles qu'il est capable de réaliser avec de l'aide. D'après cette idée, l'enseignement il serait inefficace quand la complexité qui en découle, elle est trop importante pour être appréhendée par l'enfant. On arrive au deuxième auteur qu'on a cité, qui est donc Henri Wallon, né en 1879 et mort en 1962. Pour lui, le développement, il est le produit des interactions entre des facteurs biologiques et des facteurs sociaux. Il a développé, tout comme Piaget et Freud, un modèle en stades, avec pour lui le stade émotionnel, le stade sensorimoteur et projectif, le personnalisme, le stade catégoriel, la puberté et l'adolescence. Comme Vygotsky, il accorde également au langage une place spécifique dans la cognition. On arrive au troisième auteur de notre groupe, qui est le français René Szabo, 1910-1995. Il faut savoir que c'était d'abord un collaborateur de Wallon et qu'il a réalisé de nombreux travaux sur l'examen psychologique de l'enfant. Il est important parce qu'il a développé avec sa femme une conception de l'enfant qui est pris dans sa totalité, avec ses dimensions cognitives, affectives et sociales. Notre dernier auteur, c'est Seymour Brunner, 1915-2016, pour qui le développement du langage, c'est le moteur du développement intellectuel. Selon lui, face à un problème à résoudre, c'est l'étayage de l'adulte, donc son soutien et ses stimulations, qui aident l'enfant à comprendre les buts à atteindre et les moyens d'y parvenir. Cet étayage, il a plusieurs fonctions. Engager l'intérêt et l'adhésion de l'enfant envers les exigences de la tâche, simplifier la tâche en réduisant le nombre d'actes nécessaires pour atteindre la solution, maintenir l'attention et la motivation de l'apprenant, signaler les caractéristiques importantes de la tâche, et proposer des démonstrations pour atteindre une solution. On arrive au dernier fondateur qu'on va citer, qui n'est autre que John Bowlby, 1907-1990. Il est retenu principalement parce qu'il développe en 1958 la théorie de l'attachement. Cette théorie, elle propose que l'attachement, c'est un besoin primaire et inné. Il remplit une fonction de protection qui est assurée par la mère dans un premier temps, puis par des interactions avec d'autres partenaires. Il a également une deuxième et dernière fonction qui est celle de la socialisation, qui permet à l'enfant de structurer sa personnalité et de s'adapter au groupe. Le bébé il doit donc compter sur sa figure d'attachement, c'est-à-dire sur sa mère, ce qui pose une base de sécurité à partir de laquelle l'enfant il explore le monde. À partir de là, l'enfant il développe des attachements multiples dès 2 ou 3 ans qui lui permettent de construire des modèles internes opérants, ou MIO, c'est-à-dire des représentations du monde, de soi et des figures d'attachement qui permettent d'anticiper les événements lors de nouvelles interactions. Nous voilà maintenant sur la dernière section de ce chapitre qui est dédiée aux travaux récents en psychologie du développement. On va donc citer quelques exemples importants, et le premier il sera sur la psychologie des bébés.
Avec des expériences, on s'est rendu compte que les capacités sensorielles et perceptives du fœtus et des bébés, elles sont fonctionnelles bien avant que le cerveau et les systèmes sensoriels ne soient complètement matures. En fait, elles se développent dans cet ordre. Le toucher à partir du 3e mois, l'olfaction et la gustation à partir de la 25e semaine, l'audition vers la 28e semaine, puis la vision. On sait d'ailleurs que la sensibilité à la douleur, elle existe dès la 26e semaine de gestation. Il est précisé aussi que dès 7 mois, les fœtus y sont capables de percevoir et de discriminer des séquences sonores. Les nouveau-nés y sont également sensibles à la prosodie et manifestent une préférence pour la voix de leur mère et leur langue maternelle. Tournons-nous maintenant du côté des compétences cognitives, sociales et émotionnelles des bébés. D'après différentes recherches, la notion de permanence de l'objet, elle apparaît dès 5 mois, ce qui est au final bien plus tôt que ce que pensait Piaget. Le nourrisson, il a également une représentation du soi qui est différenciée d'autrui, et il peut donc se représenter sa position par rapport à des objets. On note aussi qu'ils sont capables de différencier le visage de leur mère de celui d'une personne qui lui ressemblerait dès 3 mois, et également qui peuvent manifester leur joie par des sourires dès 2 mois. Dans la catégorie du développement cognitif, on va en revenir à Piaget qui discerne 3 stades principaux. En premier, on a le stade sensorimoteur de 0 à 2 ans, dans lequel le bébé y découvre le monde grâce à ses sens et ses mouvements. Dans un deuxième temps, on a le stade des opérations concrètes, entre 2 et 12 ans, où l'enfant y développe son langage, il devient capable d'imitation différée et de jeux symboliques, et il devient aussi capable de se représenter le monde de manière symbolique et se détacher de l'action immédiate. Vers 7 ans, il passe de la pensée intuitive à celle des opérations concrètes, c'est-à-dire qu'elle porte sur des objets concrets et manipulables. Et finalement, le troisième stade, c'est celui des opérations formelles qui arriveraient après 12 ans. Il est caractérisé par la capacité à raisonner sur des propositions logiques, des idées abstraites, et pas seulement des objets concrets. On notera quand même qu'aujourd'hui, cette conception cumulative du développement, elle est plutôt remise en question. L'avant-dernier point qu'on va aborder avant de conclure, c'est le développement de la communication et du langage. On a déjà les premières acquisitions qui permettent à un premier réseau de communication de se mettre en place avec la mère dans ses interprétations des signes du bébé. Vers 9 mois, on a une nouvelle avancée car les enfants ils commencent à utiliser intentionnellement les gestes de pointage avec des vocalisations pour attirer l'attention sur les objets qui les intéressent. Quand l'enfant il fait ça, du coup, l'objet il est donc au centre d'une attention conjointe, ce qui joue un rôle important dans le développement de la communication et du langage, parce qu'on prend une référence commune sur l'objet et donc qu'on peut le préciser. On notera aussi qu'une mère, elle utilise un langage spécifiquement adressé à l'enfant, qui est ponctué d'un ralentissement du débit de la parole, elle exagère l'intonation, elle fait des pauses plus longues, etc. Et ça crée donc des formes d'interaction où l'enfant il devient de plus en plus actif de par le caractère répétitif de l'échange, comme typiquement avec le jeu de coucou ou de dire au revoir. Pour continuer, entre 9 et 12 mois, l'enfant il répète des syllabes simples comme papa ou maman, qui avec le contexte ont la valeur d'une phrase. Les premiers mots complets ils se forment d'ailleurs à la fin de la première année. Le développement lexical pour sa part il est très lent au début, à titre d'indication il faut environ 6 mois à partir des premiers mots pour que l'enfant ait un répertoire de 50 mots. Pour autant, le développement il s'accélère entre 18 et 36 mois, quand apparaît le langage télégraphique, c'est-à-dire du coup quand l'enfant il commence à prendre en compte l'ordre des mots, et à savoir que l'enfant il donne parfois un sens différent aux mots que celui des adultes, et à cette période il doit apprendre à parler différemment selon l'interlocuteur, les circonstances et le but de la communication. Dernier point qui est abordé dans cette section, c'est la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la compréhension du monde mental. Les théories de l'esprit, elles sont proposées par Tomen et Rimbert en 2005, et elles sont fondées sur l'expression et la compréhension des émotions. Il précise que la compréhension des états mentaux et des pensées d'autrui, elle se construit dans les premières années par la prise en compte des désirs d'autrui, ce qui se situe donc vers 3 ans, puis par celle des croyances qui arrivent autour de 5 ans, et celle des savoirs et des pensées d'autrui qui arrivent vers 8 ans. Ce qu'on peut noter en termes de chronologie, c'est qu'à 5 ans, l'enfant il a construit une première théorie de l'esprit selon laquelle les personnes elles agissent en fonction de ce qu'elles croient et non de la réalité. Cette théorie elle sera remise en question vers 12 ans parce qu'il commence à analyser les actions d'une personne selon les circonstances, sa personnalité et des relations qu'elle a avec autrui. En gage de résumé global, on peut noter qu'aujourd'hui, les travaux en psychologie du développement, ils s'attachent à la recherche des causes des phénomènes psychologiques, mais également à l'exploration des conditions qui favorisent le développement personnel. Sur ce, on a fait le tour de ce chapitre. Si la vidéo vous a intéressé ou aidé, vous pouvez la liker pour me le faire savoir. Et si la psychologie est un domaine qui vous intéresse, je vous invite une fois de plus à vous abonner à cette chaîne, sur laquelle je vais vous mettre à disposition des ressources pour apprendre ce domaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.